Eh bien, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous accueillons ce soir Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, sur le plan national pour la relance et la résilience, qui a été présenté ce jour à la presse, en même temps que le plan de relance allemand, par le ministre de l'économie et des finances et de la relance, Bruno Le Maire, et Olaf Scholz, vice-chancelier, ministre des Finances de la République fédérale d'Allemagne. Alors que vous nous aviez présenté, Monsieur le ministre, le programme de stabilité le 14 avril dernier, avant sa transmission à la Commission européenne, nous avions souhaité que le Parlement ne soit pas tenu à l'écart de cette présentation du PNRR, la plupart des plans nationaux ayant fait d'ailleurs l'objet de consultations publiques dans les autres pays de l'Union européenne avant leur transmission. Nous sommes à 3 jours de l'échéance de remise officielle du plan à la Commission européenne et cette présentation, même si elle est tardive, est donc particulièrement bienvenue et méritée, en tout cas, que nous nous réunissions en Commission des finances pour vous entendre. Le plan national pour la relance et la résilience est un document destiné à l'Union européenne et non le plan de relance dont nous avons longuement discuté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Après validation par la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, le PNRR permettra de bénéficier d'un financement de 40 milliards d'euros dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, qui prévoit pour l'ensemble de l'Union européenne 312,5 milliards d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts. Le plan doit pour cela respecter des conditions relatives, par exemple, à l'économie verte, au numérique ou aux réformes qui devront être mises en œuvre. Vous nous indiquerez donc quelles sont les grandes lignes de ce plan présenté aux institutions européennes et surtout dans quel délai les financements pourront être débloqués. D'après votre document, la France devrait recevoir un préfinancement de 5,1 milliards d'euros dans les 2 mois suivant l'adoption du plan par le Conseil ECOFIN, avant une première demande de décaissement d'ici à la fin 2021. Concrètement, quelle part des 40 milliards d'euros annoncés pourra être versée avant la fin de l'année? Par ailleurs, la lenteur du processus de ratification des instruments juridiques permettant la mise en œuvre du plan de relance européen pourrait-elle avoir une incidence sur ce calendrier de versement? Enfin, le document indique que la France est résolument engagée pour la relance de son économie et dans la poursuite de la mise en œuvre d'un calendrier ambitieux de réforme. Je cite. Pouvez-vous nous détailler donc ce calendrier ambitieux? Cette audition a lieu uniquement par téléconférence. Elle est par ailleurs retransmise sur le site Internet du Sénat. Monsieur le ministre, je vous remercie donc de votre présence et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Quelques mots donc pour vous dire le plaisir que j'ai à vous présenter le plan national de relance et de résilience tel qu'il sera transmis à la Commission européenne. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il a été rendu public conjointement avec le plan allemand et un certain nombre de pays, d'États membres vont déposer leur plan simultanément. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Espagne, de l'Italie, de la France et d'autres États pour marquer la volonté commune et partager que les décisions européennes et le processus de relance au niveau européen puissent avancer aussi rapidement que possible. Nous avons 2 objectifs avec ce plan national. Et le premier est bien évidemment de présenter les investissements qui sont engagés dans le cadre du plan de relance français et dont nous souhaitons qu'ils puissent bénéficier du plan de relance européen. Tous les investissements présentés dans le PNRR font partie de la stratégie France Relance que nous déployons depuis septembre dernier et stratégie au sujet de laquelle nous avons eu, comme vous l'avez rappelé, des débats longs et je crois approfondis lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021. Vous l'avez aussi souligné, Monsieur le Président, l'objectif poursuivi par la France est d'obtenir un financement à hauteur de 40 milliards d'euros dans le cadre de ce plan de relance européen. 40 milliards d'euros qui viendront donc diminuer le besoin de financement par l'État du plan de relance à hauteur de 100 milliards d'euros tel qu'il a été
adopté avec la loi de finances pour 2021. Je voudrais préciser deux choses. D'abord, dire que ce montant de 40 milliards d'euros est le fruit d'un calcul et le fruit de deux critères principalement. Un premier critère qui tient compte du niveau et de l'évolution des PNB au cours des dernières années, selon chacun des États membres, et un critère qui tient compte de l'impact de la crise du Covid au moment où la décision d'élaborer un plan de relance européen a été prise, c'est-à-dire à la fin de l'année 2020, à un moment où nous ne connaissions pas nécessairement les développements épidémiques, nous ne pouvions pas prévoir les développements épidémiques que nous connaissons aujourd'hui. Ce plan, avant de vous dire comment nous l'avons construit et comment nous le présentons, traduit aussi une avancée majeure dans l'intégration européenne, puisque avec l'adoption de ce plan, a été créée une capacité d'endettement commune de l'Union européenne au service du rebond de l'économie. Et pour la première fois, l'Union va emprunter directement sur les marchés pour financer les plans de relance européens, avec un emprunt qui sera progressivement remboursé par de nouvelles ressources propres qui restent à définir, à instaurer parmi les différentes pistes qui ont été évoquées, ressources propres qui sont aussi au cœur des décisions qui doivent être ratifiées par les différents États membres. C'est donc à la fois une étape historique, mais aussi un pas majeur et symboliquement très important qui a été franchi au niveau de l'intégration européenne. Le deuxième objectif du plan est de renforcer la résilience de l'économie, puisque c'est à la fois l'objet des réformes que nous menons depuis le début du quinquennat et une volonté partagée avec la Commission européenne. Je reviendrai sur certaines d'entre elles qui sont prévues dans le plan tel que nous le transmettons à la Commission européenne. Ces deux objectifs pour nous, à la fois obtenir le financement du plan de relance français à hauteur de 40 milliards d'euros et pouvoir renforcer la résilience de notre économie, sont évidemment complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons de front en veillant à ce que ces réformes structurelles pour la résilience soient parfaitement cohérentes avec le projet politique que nous portons, s'appuient sur ce que nous avons fait, s'appuient sur des réformes qui sont en cours. Je pense par exemple à la réforme de l'assurance chômage et envisage aussi un certain nombre de dispositions ou de textes sur lesquels nous travaillons et qui correspondent à l'orientation politique qui est la nôtre. Le plan de relance et de résilience que nous présentons à la Commission s'inscrit très logiquement et s'articule très logiquement autour de trois priorités: la transition écologique, le renforcement de la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. Ce sont là les trois objectifs du plan de relance français. Ce sont aussi les objectifs poursuivis par le plan de relance européen, ce qui garantit pour nous la meilleure des éligibilités possibles des actions que nous menons au financement européen. Pour ce qui concerne le premier axe consacré au verdissement et à la décarbonation de l'économie, il s'agit d'investissements qui permettront d'accélérer la transition écologique et ils représentent plus de la moitié des 40 milliards d'euros que nous sollicitons auprès de l'Union européenne. La Commission avait fixé un objectif pour chacun des PNRR. Il s'agissait de consacrer au moins 37% des actions listées dans les PNRR à la transition écologique. Nous sommes à 50,9%, ce qui garantit là aussi l'éligibilité des actions que nous défendons autour de la rénovation énergétique, autour de l'écologie et de la biodiversité, ou encore des infrastructures et des mobilités vertes et des questions énergétiques. Je ne détaille pas à dessein, d'abord parce que le temps qui nous est imparti ce soir ne le permettrait pas et ce serait inconvenant, mais aussi parce qu'il s'agit finalement des items du plan de relance que nous avons examiné ensemble lors de l'examen du PLF 2021. Le deuxième axe que nous défendons a pour objectif donc de renforcer la compétitivité et l'indépendance du tissu industriel et productif français. Et nous sollicitons dans ce cadre 5,6 milliards d'euros de l'Union européenne. Ces financements permettront notamment de renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises, ainsi que les ETI, mais aussi d'investir dans les technologies d'avenir ou encore dans la transition numérique. Et elles se combineront avec d'autres mesures du plan de relance français, comme la baisse des impôts de production de 20 milliards d'euros sur 2 ans, que nous souhaitons voir pérenniser évidemment au-delà de 2022. L'enveloppe de financement européen dédiée à la transition numérique que nous sollicitons dans le cadre de ce plan s'élève à plus de 10 milliards d'euros, soit 25% du PNRR français, la partie française du PNRR plus exactement, alors que la Commission avait fixé un objectif à 20% minimum. Là aussi, nous veillons à ce que nos demandes soient parfaitement concordantes avec les critères d'éligibilité posés par la Commission. Enfin, les investissements consacrés à la cohésion sociale et territoriale, ainsi qu'à l'investissement dans les compétences et les emplois, pourront bénéficier d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 15,2 milliards d'euros. Il s'agit de beaucoup des actions que nous menons en matière de cohésion sociale et territoriale dans le cadre de France Relance et que nous soumettons ainsi au financement par l'Union européenne. Une fois notre plan adopté,
nous recevrons un préfinancement de 5,1 milliards d'euros, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, puis des versements annuels correspondant à nos décaissements. Même si le début des versements européens ne conditionne pas le déploiement de notre propre plan de relance, nous souhaitons que la ratification de la décision sur les ressources propres, qui conditionne le début des versements européens, soit la plus rapide possible pour donner un élan commun à la relance des économies européennes. Aujourd'hui, 17 États membres, ont ratifié la décision concernant les ressources propres et ainsi autorisé l'Union, d'une part, à dépasser le plafond des dépenses qui était prévu dans le cadre pluriannuel financier de l'Union européenne, autoriser l'Union à aller emprunter sur les marchés financiers pour financer ses actions et enclencher les processus de décision pour définir la nature des ressources propres dans le cadre et dans la perspective du remboursement des emprunts contractés par l'Union à partir de 2028. Nous souhaitons, Bruno Le Maire l'a rappelé, ses homologues européens aussi, que les États qui n'ont pas encore ratifié cette décision puissent le faire le plus rapidement possible. Les retards qui peuvent être constatés, ou en tout cas la lenteur de certains process, ont amené à un décalage de notre espoir de versement des 5,1 milliards d'euros en juillet 2021 à septembre 2021. Ça nous paraît une date limite et si les process de ratification sont plus rapides, évidemment, nous souhaitons que le mois de septembre soit une date butoir et que les choses puissent intervenir avant autant que possible. En fin d'année, nous aurons l'occasion de demander un décaissement au titre des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de relance et nous espérons pouvoir solliciter de l'Union européenne le versement de 4,9 milliards d'euros, ce qui nous permettrait d'obtenir dans ces conditions un financement de l'Union européenne à hauteur de 10 milliards d'euros pour l'année 2021. Je reviendrai, si vous le souhaitez, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, sur la chronique des décaissements tels que nous les envisageons au cours des années suivantes. Ces investissements que nous souhaitons, que nous mettons en œuvre dans le cadre du plan France Relance, sont accompagnés de réformes qui visent à améliorer la résilience de notre économie et améliorer notre potentiel de croissance. Je souhaite revenir rapidement sur deux d'entre elles. La première porte sur le renforcement de la gouvernance des finances publiques. J'avais eu l'occasion d'évoquer ce sujet-là lors de l'audition au sujet du programme de stabilité et de dire que nous sommes favorables à une règle pluriannuelle pour définir un objectif de dépenses publiques en volume, pour fixer un cap, donner de la visibilité sur les leviers de maîtrise de la dépense de manière aussi lisible et cohérente que possible. Les propositions de loi organique actuellement en préparation devront nous permettre d'avancer en ce sens et nous permettre de faire aboutir d'autres avancées, comme le renforcement du rôle du Parlement en matière de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, ou encore les compétences du Haut Conseil des finances publiques. La deuxième réforme sur laquelle je souhaite revenir est également liée au renforcement du pilotage des finances publiques. Elle consiste à renforcer l'évaluation de la qualité de la dépense publique, évaluation qui sera conduite en sortie de crise pour nous permettre de donner la priorité à une dépense publique à la fois favorable à la compétitivité, au virage économique et numérique de notre économie, mais aussi à l'inclusion sociale. Cette réforme, ce chantier d'évaluation de la dépense publique a évidemment vocation à prolonger des réflexions déjà conduites jusqu'à présent, et elle s'inscrit dans les réformes abouties ou en cours qui permettent d'améliorer le service rendu à nos concitoyens et l'efficacité de la dépense publique. Je pense notamment à la refonte globale de la fonction achat de l'État, à l'extension du dispositif de ressources mensuelles, qui est à la fois porteur de simplification pour les assurés sociaux, mais aussi de gains d'efficience en gestion. Et ces travaux seront conduits dans le cadre d'un processus ouvert et associant l'ensemble des acteurs. Un mot aussi pour vous dire, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, que la réforme des retraites, qui fait souvent l'objet de débats et dont il est souvent question dans les débats, y compris les débats publics, médiatiques à propos du PNRR, apparaît comme un objectif dans cette réforme sans qu'elle apparaisse de manière datée ni de manière précise dans son périmètre et dans sa nature. Nous avons pris un certain nombre d'engagements fermes en matière de réforme de la gouvernance des finances publiques, d'évaluation du champ et de l'efficacité des dépenses publiques et donc des revues de dépenses. Nous avons pris ainsi un certain nombre d'engagements qui sont des engagements connus de nos concitoyens, et notamment avec la mise en œuvre soumise à un certain nombre de clauses, de conditions économiques et sociales de la réforme de l'assurance chômage. Nous savons que nous devons mener une réforme des retraites. Nous devons la mener à la fois pour assurer une plus grande équité, une plus grande égalité entre les différents assurés sociaux. Nous savons aussi que nous devons la mener pour garantir la pérennité du système de retraite. Mais la Commission a accepté que cette réforme n'apparaisse pas avec un jalon calendaire et une définition qui aurait amené à anticiper ou à préempter sur des décisions qui relèvent évidemment de décisions souveraines, à la fois
en termes de propositions par le gouvernement que de décisions et d'adoptions par le Parlement. C'est la raison pour laquelle cette réforme n'apparaît que dans la forme qui est la sienne aujourd'hui dans le PNRR que nous transmettons, et donc comme le rappel d'une volonté que nous avons eu l'occasion d'exprimer et que nous réitérons aujourd'hui en matière de réforme des retraites. Je m'arrête là, Monsieur le Président, pour laisser place aux questions et essayer évidemment d'y apporter des réponses, et j'espère avoir pu d'ores et déjà apporter un certain nombre d'éléments de réponse à vos interrogations liminaires. Merci, monsieur le ministre. Je vais tout de suite donner la parole à notre rapporteur général, Jean-François Husson. S'il veut bien mettre son micro. C'est pas parfait encore, hein? Voilà, ça y est, c'est bon, le son est activé. Voilà. On m'avait coupé le sifflet. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bonsoir. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette présentation faite, en tous les cas, vis-à-vis du Sénat dans un temps record, puisque on n'a pas eu le temps de se pencher sur les plus de 700 pages. La synthèse est intéressante et utile, et la présentation rapide que vous avez faite, tout autant, je voudrais d'abord faire une observation et très rapidement vous poser 3 questions. Je crois qu'on peut dire que ce PNRR, finalement, il s'inscrit dans la droite ligne, vous l'avez dit, de ce que nous avions voté. Vous avez évoqué le fait que vous espériez pouvoir, dès cette année, décaisser, si tout va bien, 10 milliards. Je note néanmoins un sujet finalement entre guillemets de ralentissement dans le processus d'adoption des ressources propres, puisque vous avez dit qu'à cet instant, 17 des 27 pays membres ont adopté. Je me souviens que le ministre Clément Beaune avait été beaucoup plus optimiste à l'époque de l'adoption au Sénat, puisqu'il espérait une adoption totale pour juin. On avait quand même à l'époque considéré qu'il était peut-être un peu optimiste. La première question, dans les discussions finalement entre ce qu'on a adopté en septembre 2020 dans le cadre du plan de relance et aujourd'hui, en quoi les discussions avec la Commission européenne ont-elles éventuellement conduit à modifier certains des projets contenus dans ce plan de relance, ou en tous les cas en ajouter de nouveaux? J'aurais une question sur la mise en œuvre maintenant de ce plan de relance. J'avais à l'époque souhaité qu'il soit le plus possible territorialisé et qu'en même temps, on ne perde pas de temps. Et j'avais insisté sur le fait que dans un plan de relance, comme le nom l'indique bien, il est utile et nécessaire que les crédits puissent être rapidement mobilisés, puisque c'est la condition quasiment sine qua non d'une efficacité dans la mise en œuvre de ce plan de relance. Alors, je vais vous dire, j'ai quelques inquiétudes et je veux vous en faire part parce que j'ai récemment, dans le cadre de la mission de contrôle que j'effectue sur les PGE, j'ai passé une journée dans mon département avec différents acteurs et notamment avec des chefs d'entreprise. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'à ce stade, ils ont un point de vue, une expression unanime qui confirme mes craintes, puisque dans les appels à projets qui sont lancés à destination des TPE et des PME dans le cadre du plan de relance, selon l'enquête qu'ils ont conduite, à peu près aucune entreprise aujourd'hui ne peut répondre, alors que pour plus de 90%, le tissu économique, vous le savez, dans nos départements, et le fait de PME ou de TPE. J'ai donc une question, Monsieur le Ministre, comment pensez-vous, comment comptez-vous assurer la participation de tous, et notamment de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les grandes bien sûr, mais également les petites et les moyennes, et ce, sur l'ensemble du territoire. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de dire dans le comité de suivi du plan de relance mise en œuvre, et vous y participez avec le Premier ministre,
de la nécessité également peut-être de développer plus rapidement des grands plans d'infrastructures routières, autoroutières, mais également sur les ponts, parce que c'est important pour les pouvoirs publics. Enfin, une question, mais je veux relever, Monsieur le ministre, le fait que ce PNRR, finalement, il me semble avoir une marque bien française d'une grande complexité dans le portage administratif de suivi et de mise en œuvre. Parce que, si j'ai bien compris, il y a le ministère de l'Économie et des Finances qui est chargé de la mise en œuvre du plan, faite en concertation avec le secrétariat général des affaires européennes et avec l'appui des préfets au plan local. Et puis, pour les réformes prévues par le PNRR, chaque ministre est concerné avec un conseiller dédié qui assure le suivi des mesures qu'il concerne. Et le suivi de l'atteinte de ce que vous appelez les jalons doit être réparti entre le secrétariat général France Relance par le ministère de l'Économie et des Finances ou par le secrétariat général des Affaires européennes, selon la nature de la cible. Enfin, la Direction générale du Trésor doit piloter le rapport annuel remis à la Commission européenne. J'espère qu'on est bien d'accord et que mes collègues ont bien suivi. Est-ce que, Monsieur le ministre, cette architecture vous paraît de nature à garantir avec efficacité la mise en œuvre et le déploiement de ce PNRR, ou n'est-il pas possible de le rendre peut-être plus facilement lisible et donc plus efficace? Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous propose de répondre au rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, je vais vous répondre aussi rapidement que possible. D'abord, pour dire que les discussions que nous avions ouvertes avec la Commission européenne sur le contenu du PNRR français ont effectivement commencé très tôt, puisque dès lors que nous avions acté l'architecture du plan France Relance tel que nous l'avons présenté le 25 août avec Bruno Le Maire, nous étions en capacité d'ouvrir des discussions informelles au départ et de plus en plus formelles ensuite avec la Commission sur l'éligibilité et la compatibilité des actions que nous mettons en œuvre dans France Relance avec les priorités communautaires et donc avec la possibilité d'obtenir un décaissement de fonds à hauteur de 40 milliards d'euros. Les discussions que nous avons eues avec la Commission n'ont pas amené de changement sur la nature du PNRR. C'est ce qui explique que l'intégralité des mesures que nous présentons dans le cadre du PNRR pour obtenir un financement européen sont des mesures qui apparaissent dans la maquette France Relance telle que présentée le 25 août. Et les trois priorités du plan français France Relance étaient les trois mêmes priorités que le plan européen, ce qui explique cette compatibilité. Sur la deuxième question, le plan de relance est déjà engagé évidemment. À date, c'est environ une trentaine de milliards d'euros qui ont fait l'objet d'un engagement dans le cadre de France Relance. Et c'est d'ailleurs la démonstration que malgré les difficultés qui peuvent être rencontrées ici ou là, ou les lenteurs de procédure concernant la ratification et la décision ressources propres, cela ne nous empêche pas de mettre en œuvre le plan France Relance et donc de soutenir l'économie, même si, je le répète, nous souhaitons que cette ratification soit la plus rapide possible. Nous souhaitons que la validation des PNRR et du nôtre en particulier soit les plus rapides possibles pour obtenir le décaissement de l'avance à hauteur de 13%, soit 5 milliards 100, aussi vite que possible. Et si nous avons fixé une date butoir à septembre, nous serions très heureux que le premier versement, le premier acompte, soit plus rapide. Concernant les difficultés que peuvent rencontrer parfois des TPE ou des PME pour l'accès aux dispositifs d'aide, non pas au dispositif du PNRR, mais au dispositif de France Relance, et dont certains apparaissent dans le PNRR, je suis prêt à prendre quelques illustrations pour en avoir le cœur net, dans la mesure où nous avons la chance, Bruno Le Maire, Agnès Pannier, moi-même, de beaucoup nous déplacer en ce moment sur ces questions de relance, de rencontrer beaucoup de TPE et de PME qui sont lauréates d'appel à manifestation ou d'appel à projet, mais il peut y avoir ici ou là des difficultés, malgré l'implication que je salue au passage, mais que je salue très sincèrement, des réseaux consulaires pour nous aider à faire la promotion du plan auprès de tous leurs ressortissants, quelle que soit leur taille. Enfin, sur le pilotage, les éléments que vous avez rappelés du pilotage sont les éléments du pilotage de France Relance, en ajoutant pour ce qui concerne le décaissement et l'obtention des fonds européens, l'intervention du SGAE qui va jouer le rôle d'intermédiaire, si je puis le dire ainsi, auprès des autorités européennes afin de démontrer
que les mesures que nous avons présentées dans le PNRR et que j'ai rapidement rappelé tout à l'heure et que vous trouverez de manière beaucoup plus précise dans le document qui est long, vous l'avez rappelé, vous l'avez souligné, et donc très précis, le SGAE aura la charge de démontrer à quel niveau nous sommes engagés et à quel niveau nous avons tenu les engagements qui apparaissent dans le PNRR pour obtenir le déblocage des fonds année après année ou semestre après semestre, puisque nous avons la possibilité de demander 2 versements de fonds par an. Je n'ai rien à ajouter ou enlever à ce que vous avez dit. Je confirme simplement que chaque ministère a dû se doter d'une équipe spécialisée, en tout cas dédiée pour la mise en œuvre du plan de France Relance, que les enveloppes territorialisées, notamment déconcentrées, font l'objet d'un suivi par les préfets de département et les préfets de région. Et il me semble que le dispositif mis en place nous permet d'atteindre cet objectif d'engagement et nous permettra de tenir l'engagement qui a été pris d'un décaissement à hauteur de 50% du plan d'ici la fin de l'année 2021. Et s'il y a décaissement à hauteur de 50% du plan, ça veut dire que l'engagement sera plus important d'ici la fin de l'année 2021. Merci, monsieur le ministre. Je vais maintenant donner la parole à nos collègues. Le premier sera Michel Canvet, suivi de Vincent Segouin. Michel. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. 3 sujets. Bon, d'abord pour me féliciter qu'il y ait des actions sur la transition numérique. C'est extrêmement important pour la modernisation de notre économie. Sur les questions de rénovation énergétique, j'ai quelques inquiétudes. Est-ce que les 5,8 milliards qui sont prévus suffiront au vu de l'engouement observé actuellement, mais surtout le problème sur les matériaux pour pouvoir réaliser ces opérations de rénovation thermique qui flambent au niveau des prix et donc qui risquent d'altérer la capacité à réaliser des programmes. Deuxième chose sur les énergies vertes, où là aussi il y a des soutiens extrêmement forts, dire de faire attention quand même à ce que la normalisation ne conduise pas à rigidifier les règles de réalisation des projets. J'en parle notamment pour les questions relatives à la méthanisation, où il y a des risques de rigidification de la réglementation qui conduirait à ne pas permettre la réalisation des projets. Et puis, dernier sujet, c'est sur la compétitivité des entreprises. Est-ce qu'il est envisagé qu'il y ait une réduction des charges sociales? Car on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile d'être compétitif à l'échelle internationale. Et si l'on veut remettre la balance commerciale en positif, il faut que nous soyons concurrentiels. Et nous voyons là le poids des charges sociales. C'est vrai qu'un effort est fait sur la baisse des impôts de production, mais il reste encore le coût des charges sociales. Voilà, ce sont des préoccupations que je voulais exprimer. Merci. Merci Michel. Vincent Segouin, puis Christine Lavarde. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais rebondir par rapport à vos derniers propos sur la réforme des retraites. Vous nous avez parlé qu'il fallait faire cette réforme des retraites puisqu'elle vous était plus ou moins imposée par l'Europe avec le plan de relance. Ma question est simple, c'est est-ce que décidément l'indépendance budgétaire des États va rester ou est-ce que dorénavant nous serons soumis au contrôle de l'Europe sur les choix budgétaires qui seront pris? La deuxième question, c'est par rapport au fonds dédié au renforcement de la compétitivité. On constate aujourd'hui que la France est un des pays qui s'est le plus désindustrialisé et je m'aperçois que l'enveloppe qui est dédiée au renforcement de compétitivité est quand même relativement faible par rapport à l'enveloppe de l'écologie ou à la cohésion sociale et des territoires. Je m'inquiète donc sur la relance réelle telle qu'on l'entend et sur la valeur ajoutée qui en découlera suite à l'emploi de ces fonds pour la relance. Merci. Merci Vincent. Christine Lavarde, puis Pascal Salvoldelli. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, dans la suite de notre audition du 14 avril, j'ai essayé d'aller voir si justement dans ce PNRR, j'allais trouver des réponses sur les mesures prises pour assurer le redressement des finances publiques. Et notamment, j'avais en tête les commentaires payés qui avaient été faits sur les 2 programmes précédents en 2019 et en 2020.
Et j'avoue que en allant regarder ce que vous exposez en réponse, alors c'est dans les annexes, c'est quasiment la page 710 du PNRR, sur tout ce qui est les politiques structurelles, vous apportez des réponses. Alors après, on peut discuter de leur efficacité, de l'efficience, mais vous apportez des réponses qui semblent coller avec le sujet. J'avoue que sur toutes les réponses qui sont apportées sur les recommandations qui veillaient à maintenir les dépenses publiques, affecter les recettes supplémentaires au désendettement, là, je suis beaucoup plus dubitative et vous faites état de petites mesures, celles que vous avez déjà évoquées le 14 avril devant nous, notamment le plan d'achat dans les administrations publiques. Donc voilà, c'est un peu comme mes collègues, plutôt une impression, parce qu'on n'a pas eu le temps de lire l'intégralité du document. Mais je me demande si on a des vraies mesures qui vont nous permettre de retrouver une trajectoire de finances publiques soutenables. Merci Christine. Pascal Savoldelli. Oui, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir aussi à mes collègues. Je suis assez. Je voulais vous dire, Monsieur le Ministre, bon, après, c'est les mots, nous parlait de deux réformes, les retraites et l'assurance chômage. Enfin, sincèrement, je pense que c'est des éléments de langage qui doivent vous être communs, mais parler de générosité sur la réforme de l'assurance chômage, je trouve que quand même, c'est assez extraordinaire. Je rappelle, Monsieur le Ministre, que dans votre projet, il y a relance, mais il y a résilience aussi. Comment vous allez expliquer à des dizaines de milliers de Français qui vont perdre 15% de leur rémunération alors qu'ils gagnaient moins de 2 000 euros? C'est les conséquences de votre réforme de l'assurance chômage. Je ne suis pas sûr, je suis même assez certain que ça ne soit pas un élément de relance, mais excusez-moi, Monsieur le Ministre, mais en quoi c'est un élément de résilience? La deuxième chose, c'est sur la partie sur l'investissement de santé dans les territoires. Alors là, je vous avoue, parce que quand même, il y avait des centaines de pages à lire, et dans un temps record. Donc, qu'est-ce que vous choisissez en fin de compte? Vous nous parlez des besoins structurels du système de santé français, post-crise sanitaire, on nous parle de 2,5 milliards du Ségur à destination des hôpitaux. Donc, et là, je lis vos différents paragraphes concernant les questions de santé, qui sont quand même la première préoccupation, à juste titre, de nos concitoyens. Je pense que c'est celle aussi du gouvernement. Donc, de donner plus de place dans l'organisation locale des soins, mais rien sur renforcer la responsabilité des équipes médicales. Pourtant, c'est une demande exprimée par les professionnels médicaux. De l'autre côté, je ne vois pas non plus sur la question de la prise en charge des personnes en résidence ou à domicile. Et tout ça, c'est pas des sujets subsidiaires, quoi. C'est-à-dire que j'entends, et je prends le fil de la discussion qui est la nôtre, là, il y a à la fois des éléments de relance avec des conceptions qui peuvent être différentes sur comment on conçoit la croissance. Mais voilà, Monsieur le Ministre, franchement, où est la résilience dans les propositions qui nous sont faites avec, comme l'ont dit certains collègues, une injonction européenne? Je vous remercie de votre attention. Merci Pascal. Sylvie Vermeillet maintenant, suivie de Jérôme Bacher. Sylvie. Oui, merci. Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre. J'ai une question, en fait, dans le prolongement de l'intervention du rapporteur général qui évoquait la complexité de la mise en œuvre du plan de relance. Nous sommes en début de mandature avec des nouvelles équipes municipales qui sont en train de phosphorer sur des millions ou des milliards de projets. Est-ce qu'il n'y avait pas une solution simple qui était, par exemple, celle de doubler la DETR, de doubler ou en tout cas de l'augmenter de façon très conséquente et pas seulement de se contenter du milliard de déciles. La décile a été augmentée, mais c'est sans commune mesure avec l'ampleur des projets que les nouvelles équipes municipales conduisent. Je prends l'exemple de mon département du Jura. Nous avons une DETR de 12 millions, on a 4 millions de déciles, ça fait 16 millions.
Nous avons cette année 51 millions de demandes qui sont exprimées par les communes. Je dis bien 51 millions de demandes de subventions, pas de projet. Donc, si on veut une relance qui soit rapide, comme vous le souhaitez, comme vous l'appelez de vos voeux, on sait très bien que les dossiers DETR, ils sont prêts à démarrer, ils sont instruits, et je trouve que ça aurait été une solution extrêmement simple pour avoir une relance tout à fait performante. Merci. Merci Sylvie. Jérôme Bacher. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour votre présentation. Effectivement, réussir à faire une synthèse de 760 pages, c'était un tour de force. Mais moi, je m'inquiète, les 760 pages, c'est à la hauteur, j'allais dire, de la dépense publique française. C'est très nombreux. Je ne suis pas sûr que les 40 milliards réussissent réellement à faire de la relance eu égard à notre taux actuel de dépenses publiques. Là où 40 milliards, ça peut être utile dans un pays qui dépense peu et qui n'a pas forcément la même taille que nous, et je pense au plan de relance italien et espagnol, par exemple, eh bien, je m'inquiète peut-être justement finalement de la faiblesse de la mesure et égard à notre matelas habituel. Est-ce que ce sera un vrai plan de relance ou c'est dire on en profite un petit peu pendant que c'est les autres qui s'endettent pour nous pour 40 milliards? Et puis, j'ai lu avec attention la déclaration commune de Bruno Le Maire et d'Olaf Scholz. Alors, je ne parle pas allemand, donc excusez-moi pour sans doute la mauvaise prononciation, mais notamment sur la partie recettes et notamment l'impôt à 21%, l'impôt minimal, que vous devez voir aboutir dès cet été. J'ai bien lu le ministre. Est-ce qu'il n'y a pas sur le volet recettes des sujets de relance aussi à regarder et à faire et à intégrer, pardon, pour nos entreprises qui me sembleraient peut-être plus efficaces pour celles qui peuvent reprendre. Et ça, j'ai peut-être pas assez lu l'affaire. Merci. Merci Jérôme. En cet instant, je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole et donc je vais me tourner vers vous, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour répondre dans l'ordre des intervenants, pardon si cela peut vous paraître décousu, mais dire à Michel Canevet que pour ce qui concerne la rénovation énergétique, nous n'avons pas d'inquiétude à ce stade. Le dispositif MaPrimeRénov' fonctionne bien. Si nous devions peut-être avoir une seule inquiétude, ça serait justement le contraire, c'est-à-dire le rythme élevé de consommation des crédits et la crainte que les crédits prévus pour 2 ans soient consommés plus rapidement. Ça s'inscrit aussi dans les logiques de redéploiement que nous avons pu évoquer à tel ou tel moment de la préparation du plan de relance. Sur les questions de compétitivité et l'attente exprimée par Monsieur le Sénateur d'une réduction des charges sociales, nous n'avons pas prévu à ce stade ce type de chantier. Il faut tout de même rappeler que nous baissons les impôts de production de 10 milliards d'euros, ce qui est conséquent, et c'est d'ailleurs salué par l'ensemble des organisations professionnelles, que nous avons, il n'y a pas très longtemps, en début 2019, transformé le CICE en allègement pérenne de charges, ce qui s'est aussi traduit par un allègement supplémentaire, et que par ailleurs, nous sommes allés déjà loin en la matière, puisque au niveau du SMIC, il n'existe plus de cotisations, patronales en tout cas, et cela démontre aussi d'un chantier qui a été ouvert il y a maintenant plusieurs années et que nous avons, je crois, largement continué. En lien, puisque je parle de cotisations sociales, je voudrais dire à Monsieur le Sénateur Seguin que la réforme des retraites n'est pas imposée par l'Union européenne. Et loin s'en faut. Sinon, nous ne l'aurions pas initiée et présentée il y a maintenant plusieurs mois, avant qu'existe cet épisode du Covid et avant qu'existe la perspective d'un plan de relance européen et encore moins la perspective d'un PNRR qui serait accompagné d'engagements de réforme. Nous considérons, je l'ai dit dans mon propos liminaire, que cette réforme est nécessaire pour amener plus d'équité et qu'elle est aussi nécessaire pour garantir la pérennité du système et qu'aucune des réformes qui apparaît dans le programme national de relance et de résilience n'est une réforme imposée par la Commission. Nous portons nous-mêmes des réformes, nous en avons porté et nous en portons encore, qui convergent avec les attentes ou avec les orientations de la Commission, mais la Commission n'impose pas de réforme à la France en la matière et donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la question de la souveraineté que nous pouvons avoir. Je voudrais aussi dire à M. Seguin que les fonds ou les crédits qui apparaissent dans le PNRR pour ce qui concerne le renforcement des PME, des ETI et des TPE, qu'il a qualifié de modestes, et je
peux comprendre la remarque, puisque dans le cadre du PNRR, ils apparaissent à hauteur de 300 millions d'euros, sont évidemment très loin de représenter ce que nous consacrons au financement des PME et des TPE dans le cadre de France Relance. Nous avons un objectif quand nous présentons ce programme de réforme et ce programme d'action en matière de relance devant la Commission pour obtenir les 40 milliards de financement, c'est justement de maximiser le retour et de ne pas perdre de recettes ou de ne pas prendre de risques de passer à côté une partie de ces 40 milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné parmi les projets et parmi les actions de France Relance, celles qui sont les plus convergentes et les plus faciles à présenter en termes d'éligibilité devant la Commission pour obtenir le décaissement. Il a fallu articuler cela avec un certain nombre d'exigences que j'ai là aussi rappelées. Une exigence de la Commission qui est que les actions du PNRR doivent représenter au moins 37%, doivent pour 37% au moins être consacrées à la transition écologique. Et nous présentons dans le cadre du PNRR des actions qui représentent presque 51% du PNRR pour la transition écologique. Et nous devons, aux yeux de la Commission, présenter des actions en matière de transition numérique pour au moins 20% du PNRR et nous sommes à 25%. Nous avons ainsi sélectionné des actions de France Relance pour 41 milliards d'euros et il faudrait ajouter les 60 autres milliards d'euros pour prendre la pleine mesure des actions en faveur de tel ou tel type d'acteurs, de publics, notamment des PME et des TPE. Madame la sénatrice Lavarde a évoqué la question des finances publiques. Nous nous engageons avec ce PNRR à porter deux réformes qui sont importantes et deux réformes que nous partageons et que nous envisagions de mettre en œuvre. La première est la réforme de la gouvernance des finances publiques. Je n'y reviens pas, j'ai évoqué ce sujet-là devant vous lors de l'examen du PESTAB, de l'audition autour du PESTAB, pardonnez-moi. Cela nous amènera à, nous l'espérons, disposer avoir des dispositions organiques permettant à la fois d'introduire dans les lois de programmation pluriannuelle et dans les lois de finances annuelles des dispositions qui reprendront cette idée de normes de dépenses, de suivi de la norme, toute administration publique confondue, de renforcer les prérogatives du Haut Conseil des finances publiques, notamment pour lui permettre, c'est l'objectif que nous poursuivons, d'exiger du gouvernement des justifications aux écarts qui seraient constatés entre la norme pluriannuelle et le réalisé pour ce qui concerne les explications ex post et les prévisions pour d'éventuels écarts a priori, en tout cas avant l'examen de telle ou telle loi de finances. Ce sont des modifications qui sont importantes et pour avoir une règle qui serait plus contraignante, nous devrions envisager une réforme constitutionnelle en la matière. Je ne sais pas si tout le monde y serait tout à fait disposé aujourd'hui. Il y a par ailleurs un certain nombre de mesures qui sont présentées. Je pense notamment à la réforme du plan achat. Je ne partage pas l'appréciation que vous avez portée sur le fait que cette réforme serait une petite réforme. Nous espérons entre 800 millions et 1 milliard d'euros d'économies. Donc cela commence à devenir extrêmement conséquent et surtout à nous permettre, cela vise à nous permettre de réaliser des achats dans de meilleures conditions, non pas cette année ou l'année prochaine, mais à moyen et à long terme, de manière à ce que cette fonction soit plus efficiente. Enfin, concernant le redressement des finances publiques et le retour à un niveau de déficit proche des 3%, ce qui reste malgré tout un déficit, la trajectoire présentée par le PESTAB est celle à laquelle nous sommes attachés. Je n'y reviens pas, nous avons eu l'occasion d'échanger à ce sujet-là. Pour ce qui concerne les remarques de M. Salvoldelli, deux points d'abord. Un premier point pour dire que la réforme de l'assurance chômage est aussi une réforme qui va mettre en place un bonus-malus, qui a pour objectif de désinciter, si vous m'autorisez ce barbarisme, au recours au contrat court. Et en cela, elle porte un certain nombre de dispositions qui nous paraissent intéressantes, pertinentes et relevées d'une forme de résilience. Mais la résilience que nous recherchons concerne l'ensemble des acteurs, ne se résume évidemment pas à cette seule question, ni à cette seule réforme. Elle se trouve plutôt dans l'ensemble des réformes qui sont présentées dans le PNRR, qu'elles aient été menées jusqu'à présent, qu'elles soient en cours de mise en œuvre ou qu'elles soient prévues dans les mois et dans les années qui viennent. Pour la question de la santé dans les territoires, je vais faire une réponse assez proche de celle que j'ai esquissée en réponse à M. Seguin sur le financement des PME et des TPE. Le Ségur est l'acte majeur et permet de retracer à la fois les revalorisations salariales à hauteur de presque 10 milliards d'euros, mais aussi les engagements d'investissement pour plus de 6 milliards d'euros, ainsi que le travail de désendettement des hôpitaux avec une moitié du désendettement consacré, une moitié de la reprise de dette, consacrée à un désendettement pur et dur et une moitié consacrée au financement de nouveaux investissements.
Nous avons inscrit dans le PNRR des engagements à hauteur de 2,5 milliards parce qu'ils nous paraissent relever très directement de l'éligibilité au financement européen, mais ça n'est évidemment pas les seuls éléments qu'il faut prendre en compte. Et la réalité de l'intention et des interventions du gouvernement en matière de santé, que ce soit dans les territoires ou à un niveau plus global, se mesure au travers du Ségur et des éléments que nous apportons, des crédits que nous apportons au système de santé. Je pense aux 20 milliards d'euros de relèvement par rapport à l'ONDAM qui était prévu début 2020, et qui ont été amenés au cours de l'année 2020. Je pense aussi aux crédits que nous allons devoir amener au cours de l'année 2021, à la fois pour faire face au coût de la campagne de vaccination, au coût de la campagne de tests, ou encore au surcroît d'activité dans les hôpitaux du fait de la prolongation de la crise épidémique. Mais en tout cas, il ne faut pas, si vous me permettez cette expression un peu péremptoire, il ne faut pas résumer ou réduire notre intervention en matière de santé dans les territoires aux seuls crédits qui sont inscrits ou aux seules actions inscrites dans le PNRR. Ce sont simplement celles pour lesquelles nous sollicitons un financement européen. J'ai bien entendu la proposition de Madame la sénatrice Vermeillet pour ce qui concerne la DETR. J'ai eu l'occasion de le dire dans différents débats, je ne la partage pas totalement et je considère que ce qui a été fait, à la fois avec 1 milliard de DSIL exceptionnel consacré à la relance lors de l'adoption du PLFR 3 en juillet dernier, et avec presque 1,95 milliard d'euros consacrés à la DSIL rénovation thermique dans le cadre de la loi de finances pour 2021, sont déjà des actes qui sont extrêmement importants. Cela permet d'augmenter de presque 50% les crédits habituellement consacrés au soutien à l'investissement des collectivités du bloc local, communes et intercommunalités, qui s'élèvent habituellement à 2 milliards d'euros. Je voudrais ajouter, mais sans revenir sur les débats relatifs au PESTAB que nous avons eus, que d'une part, cela s'inscrit dans un contexte où les collectivités dans leur ensemble peuvent s'appuyer sur une épargne brute réalisée en 2020 et telle que constatée, qui est égale à celle de 2018, donc marquée par un recul vis-à-vis de celle de 2019 d'environ 7,5% pour les communes et les intercommunalités, mais qui reste à un niveau de 2018 qui est plutôt un niveau très correct pour permettre ce financement. Et enfin, ajouter 2 points pour dire que la DSIL relance, notamment, telle qu'elle a été mobilisée depuis le mois d'août dernier, puisque nous avions veillé à ce qu'elle soit reportable sur 2021, fait l'objet d'une répartition en fonction de critères d'éligibilité qui sont les mêmes que ceux de la DETR. Et nous avions veillé à bien souligner que cette DSIL relance pouvait être mobilisée tant pour des projets habituellement éligibles à la DSIL classique qu'à la DETR classique, de manière à n'écarter personne. Nous avons aussi, dans le cadre de la DSIL Rénov', la rénovation thermique, laissé un délai supplémentaire aux communes de plus petite taille pour leur donner le temps de déposer des dossiers et ainsi de ne pas être écartés. Et je souligne que pour ce qui concerne la DSIL relance et les perspectives concernant la DSIL Rénov', le rythme de consommation des autorisations d'engagement comme des crédits de paiement est plus rapide que ce que nous constatons habituellement sur le rythme de consommation des AE et des CP de la DSIL classique et la DETR classique, ce qui démontre à la fois la mobilisation des collectivités, mais aussi leur capacité à s'approprier ces outils. Enfin, pour les questions, les points évoqués par le sénateur Bachere, je pense que ces 40 milliards sont très utiles. Je ne sais pas si l'on peut considérer que 40 milliards ne seraient pas suffisants pour dynamiser l'économie. Ce que je sais, c'est qu'ils vont permettre à la France de faire face plus facilement à l'engagement de plan de relance à hauteur de 100 milliards d'euros. Plan de relance de 100 milliards d'euros auquel il faut évidemment ajouter, lorsqu'on est dans un exercice de comparaison internationale, les mesures du plan d'urgence que nous mettons en œuvre depuis maintenant plus d'1 an, et auquel il faut aussi ajouter un certain nombre de dispositifs communément appelés les amortisseurs sociaux. Lorsque la comparaison est faite, et ça n'a pas été votre cas, monsieur le sénateur, avec le plan de relance américain, il faut aussi avoir en tête le fait que les dispositifs d'activité partielle, d'assurance chômage, de protection sociale qui sont en vigueur aux États-Unis sont sans commune mesure avec ceux que nous avons pu mobiliser, y compris au titre du droit commun. Sur ce qui concerne les recettes, je n'en reviens pas sur la baisse des impôts de production. Je voudrais simplement souligner que les déclarations de Bruno Le Maire et de son homologue allemand concernant le taux d'imposition à 21% s'inscrit en soutien à l'initiative prise et annoncée par l'administration Biden aux États-Unis, portée au sein de l'OCDE, puisqu'il s'agit véritablement d'avoir un débat au sein de l'OCDE pour assurer un taux d'imposition minimal qui pourrait être à 21%, qui serait dans ce cas-là au-delà de ce qui était envisagé jusqu'à présent, au-delà évidemment de ce qui était envisageable avec l'administration Trump. Et l'expression de Bruno Le Maire ce matin vise à confirmer le soutien apporté par la France à l'initiative américaine en la matière. Cette convergence serait de bonne loi et la fixation d'un taux d'imposition minimal
au sein de l'OCDE serait aussi utile et en tout cas pleinement utile que le travail que nous menons par ailleurs sur la taxation des GAFA, toujours dans la même enceinte, et là aussi avec une position de l'administration américaine qui a évolué. Et c'est une évolution que nous saluons en espérant qu'elle permette aussi rapidement que possible une harmonisation qui serait utile à chacune des économies concernées. Merci, merci Monsieur le Ministre, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir devant la Commission des finances du Sénat pour présenter ce plan national pour la relance et la résilience. Nous allons bien sûr dans les jours qui viennent le travailler de manière plus approfondie. Nous reviendrons peut-être avec des questions plus complètes. En tout cas, merci de cette audition de ce soir. Je vous souhaite à vous-même, Monsieur le Ministre, à Monsieur le rapporteur général et à mes collègues, une excellente soirée. Merci à tous.